Merci à tous de nous rejoindre pour le plateau de l'invité au Gabon, juste après l'annonce officielle dans la nuit de la victoire d'Ali Bongo avec son 4,27% des voix le 30 août 2023. Un groupe d'une dizaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Les militaires ont alors annoncé mettre fin au régime en place par un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo Ondimba. 5 jours après, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ex-chef de la garde républicaine, a prêté serment ce 4 septembre 2023 comme président de la transition. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Ali Bongo au Gabon? On en parle avec notre invité du jour, Innocent Pato. Bonsoir et bienvenue. Bien, bonsoir Charlotte, merci de m'avoir comme invité. Vous êtes journaliste au Gabon. Pourquoi Ali Bongo a-t-il été renversé au lendemain d'une élection présidentielle? Oui, en fait, la question mérite bien d'être posée. Pourquoi Ali Bongo a été renversé? Y avait-il des signes avant-coureurs? Bien malin qui pourra répondre à l'affirmative à ces questions. Mais nous devons savoir que le président Ali Bongo, qui a été renversé, n'était pas au top de sa forme. Vu son état physique, on avait des prémices d'un individu, d'un citoyen gabonais qui n'avait pas toutes les facultés nécessaires pour être candidat à la En tout cas, présidentielle. c'est ce que disent les analystes politiques ou des faits confirmés, on va le dire, par l'opposition, en tout cas soutenus par l'opposition gabonaise. Mais le président en personne, pendant la campagne électorale, a tenté de rassurer les Gabonais qu'il se portait bien. Oui, le président a essayé de jouer le jeu parce que à la fin de chaque meeting, je me pose des questions pour savoir comment il se sent et qu'est-ce qu'il prend pour se doper, pour se redonner de l'énergie pour le lendemain. Mais ici, le problème qui se pose réellement, le président est passé devant un collège de médecins qui aurait affirmé son état de santé ok. Mais j'avoue que de vous à moi, quand on voit le président sur les images, j'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, mais on a l'impression d'un individu qui se donne beaucoup de force pour tenir, donner l'apparence qu'il va bien, mais en fait, il y a quelque chose qui n'allait pas très bien. Mais au-delà de son état de santé physique, euh, qu'est-ce qu'on reprochait de plus à Ali Bongo? Oui, qu'est-ce qu'on peut reprocher à un fils de président qui est au pouvoir? Question de dynastie. Son problème, c'est parce qu'il est le fils de Omar Bongo, qui est décédé. Et après Omar Bongo, Qui a fait 41 ans au qui a fait pouvoir. 41 ans au pouvoir. Et donc, il a pris le pouvoir à la suite de son papa, comme si c'était un royaume, comme si c'était une dynastie. Mais ça peut se discuter. Mais à chaque fois, c'était un peuple gabonais qui votait pour lui, pour une Oui, réélection. non, bien sûr. Et comme le disait le président Denis Sassou Nguesso, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et donc, naturellement, si Ali organise les élections, s'il va même aux élections dans son état de santé où il est malade entre griffes parce que je n'ai pas son certificat médical, et donc il a la certitude qu'en organisant ces élections, il est sûr de les gagner. Le président Ali Bongo, qui a été victime d'un AVC en 2018, il a d'ailleurs été absent du pays pendant 10 mois pour des soins à l'étranger. Et en cette période-là, les militaires avaient déjà tenté une première fois de prendre le pouvoir en son absence. Oui, et à cette époque, il y avait un silence total. Parce que personne n'avait la situation réelle de son état de santé. Beaucoup même avaient pensé au pire. Certains avaient pensé qu'il avait passé l'arme à gauche, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait un silence total autour. On n'avait pas de nouvelles On du n'avait pas de président. nouvelles de lui et certains militaires avaient pensé prendre leurs responsabilités en essayant de jouer le jeu. Mais malheureusement pour eux, ils n'étaient pas les meilleurs éléments, ils n'étaient pas les bons éléments et on les a remis rapidement à la touche. Et donc ça n'avait pas marché. Bon, c'est la même situation qui se produit aujourd'hui parce que certains militaires ayant constaté son état de santé entre griffes comme n'étant pas ce qu'il faut, ils se sont dit, mais attention, on va aux élections, les résultats vont sortir et il va nous diriger encore dans cet état. Autant aller rapidement à l'action et c'est ce qui s'est passé ce 30 août. Justement, la liesse populaire à Libreville, aux premières heures de l'annonce, en tout cas de la confirmation d'un coup d'État qui était au départ un coup de force dont on parlait les médias, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette attitude des populations dans les rues du Gabon?
Oui, en fait, c'est une attitude qui doit donner à réfléchir à tous les hommes politiques. Et je vous donne un exemple. Il y avait un meeting dans ce pays et le candidat au pouvoir à l'époque avait une foule immense. Le lendemain, le candidat de l'opposition est arrivé. C'est presque exactement la même foule qui est sortie. Pour dire qu'en fait, les populations, elles sont là. Il y a des gens, ce qu'on appelle les hommes de masse, ils sont intéressés par ce qui se passe, sans savoir réellement ce qui se passe, ils sortent. Quand c'est X, ils sont là. Quand c'est Y, ils sont encore là. C'est le même peuple qui t'acclame, c'est le même peuple qui te désavoue. Mais le fait surprenant, c'est que ce coup d'État a eu lieu seulement quelques jours après la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, qui, le 17 août dernier, a donc célébré ses 63 ans d'indépendance. Qu'est-ce qui n'a réellement pas marché? Je peux dire beaucoup de choses. Parce que après 63 ans d'indépendance, nous étions tout jeunes. Quand on te dit qu'il y a un Togolais qui revient du Gabon, tu te dis, mais attends, avoir l'allure de la personne, tu t'imagines ce que peut être ce pays. Et madame, ne soyez pas surprise, dès que vous arrivez à Libreville, vous vous posez la question de savoir, mais c'est au Gabon? C'est le Gabon dont on parle. Donc, veut dire que par rapport au potentiel que ce pays a, le développement ne suit pas. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui n'a pas marché durant les 63 ans d'indépendance, peut-être durant le règne du père, que le fils aurait pu corriger. Étant dans le giron du papa, il y a des choses qu'il observait à distance et venu au pouvoir, être jeune qu'il est, et il aurait pu corriger ces choses-là. Mais je crois qu'il n'a pas pu le faire comme il se devait et surtout que son état de santé ne le lui permettait plus et donc les militaires étaient obligés de passer à l'acte. Bon, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la question qu'on se pose. Vous êtes journaliste, je le disais, Ali Bongo, donc au pouvoir pendant plusieurs années. Au Gabon, vous avez pu, en tout cas de près ou de loin, observer les mois, des années passées au pouvoir. Quel président est-ce qu'il a été, selon vous? Dans un premier temps, Ali Bongo, personne ne misait pour lui. Parce que jeune, quand il était jeune, il était un peu un garçon agité, et passionné de la musique. Pas très passionné de la musique. Très passionné de la musique. Et donc, acteur, il chantait même déjà, il avait même fait un album. Mais venu au pouvoir, je crois que les débuts, il a essayé, il a surpris. Il a surpris en essayant de faire certains redressements, en tissant de nouvelles relations, en orientant le pays vers la Chine, les pays arabes et autres. D'ailleurs, même c'est dans un pays arabe où il est allé faire malheureusement son AVC. Et donc, il a essayé de faire certaines ouvertures. Mais seulement, il y a un point qui est délicat et qui semble être commun à beaucoup de pays africains. Le papa ayant fait 40 ans au pouvoir, il y a eu des arbres qui ont poussé de grosses racines. Et ces arbres-là, pour les déraciner, ce n'est pas facile. Et qu'est-ce que vous appelez, ou qu'est-ce que vous comparez? Oui, c'est ce que nous appelons ici communément les barons. Il y avait de ces individus très puissants et qui, juste par une simple parole ou une simple lettre, pouvaient tout changer. Du régime, voilà. Et donc, ces gens-là, je crois que Ali n'a pas réussi à faire, mais ces gens ont installé un système. C'est ce qu'on appelle le système, la corruption. Beaucoup de pays ont eu l'indépendance en 1960, des pays qui n'ont pas, parmi lesquels on n'a pas des dynasties, mais 63 ans après l'indépendance des pays encore sous-développés ou en voie de développement, c'est finalement un problème qui n'est pas seulement gabonais. Non, mais en fait, c'est un sérieux problème pour toute l'Afrique. Et des fois même, on est tenté de se poser la question si réellement nous sommes indépendants. Et je revois le géographe René Dumont, ou l'écrivain René Dumont, qui disait que l'Afrique noire est mal partie. Mais moi, je dirais même qu'elle n'a même pas encore fait le premier pas. Et donc, pratiquement, on est en train de faire du surplace. Mais aussi, aider dans cette situation par les puissances colonisatrices qui ne nous laissent pas la latitude d'orienter nos pays vers les voies qui nous semblent les meilleures. Et donc, ils sont toujours là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, quand vous dites, au départ, après les indépendances, on nous a dit que nous étions sous-développés. Les pays africains ont dit oui, nous sommes sous-développés. Après, ils disent nous sommes en voie de développement. On dit d'accord, nous sommes en voie de développement. Et au finish. Beaucoup sont aujourd'hui des pays émergents. Et beaucoup sont aujourd'hui des pays émergents. Mais demain, qu'est-ce qu'ils ne nous diront pas? Beaucoup point d'interrogation. Des fois, certains ils disent régime militaire, régime quoi, beaucoup de choses. Donc, ils sont là à créer des situations pour que nous ne puissions pas réellement émerger.
Et naïvement, nous tombons dans le jeu. Libreville a des relations de partenariat avec Paris. L'Élysée a condamné le coup d'État, mais pas plus, comme au Niger par exemple, où la France a parlé d'un retour à l'ordre constitutionnel. Madame, j'aime bien cette question. Situation de 2 poids 2 mesures. Et ça doit faire réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Au Gabon, un général, au devant d'un groupe de militaires, a décidé d'arrêter un processus électoral. Au vu aussi de tout le monde. On a dit, OK, nous condamnons ce qui s'est passé, mais allez-y. Au Niger, un officier décide d'arrêter ce qui se passe, peut-être une pagaille, et de prendre ses responsabilités. On dit, mais tiens, toi, tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Celui que tu viens de démettre du pouvoir, nous le voulons au pouvoir. Et donc, vous voyez que quelque part, nous sommes dans une situation de 2 poids, 2 mesures. Et ça nous amène à réfléchir davantage pour voir, mais est-ce que réellement, les puissances qui sont devant nous, les pays qui sont devant nous, nous disent réellement la vérité? Et quand on nous parle de la démocratie, on parle de coup d'État, un processus électoral, mais tous ces éléments-là, on les a devant nous. Au Gabon, il y a eu des élections ou pas, madame? Il y a eu des élections. Le processus était en cours. Si on trouve quelque chose à reprocher à ces élections, il y a des tests qui définissent clairement, en cas de litige, en cas de contestation, quelle voie prendre. Nulle part au monde, j'ai vu une situation où on souhaite aux militaires de venir arrêter tout le processus et de se dire, écoutez, c'est fini, tout ce que vous avez mis pour les élections, oubliez tout ça là. Et donc, nous avons pris la situation en main, évoluons, et on applaudit. Et justement, qu'y a-t-il de particulier à ce niveau-là? Ce sont les militaires donc, qui ont renversé le président Ali Bongo Ondimba sans soulèvement populaire dans les rues au préalable. Qu'y a-t-il à comprendre exactement? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je crois que c'est de l'euphorie. Parce que moi-même, aux premières heures, j'ai dit, mais tiens, voilà, les militaires, ils ont pris leurs responsabilités. Oui, ils ont pris leurs responsabilités en faisant quoi? Il y avait un processus qui était là. S'ils ont pris réellement leurs responsabilités, c'est d'arrêter. S'il y a une pagaille, on arrête la pagaille, on fouille pour voir clair. Mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Bon, maintenant, il reviendra aux Gabonais. L'euphorie continue, il ne voit pas ce qui se passe, mais attention, c'est un militaire qui est arrivé. Aujourd'hui, le président Oligui a prêté serment. Justement, on va en venir. Bon, on y est d'ailleurs avant d'aborder ce volet de l'émission. Je vais vous proposer une fois encore de suivre un extrait de cette cérémonie de prestation de serment ce matin à Libreville du général Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouvel homme fort du pays, donc qui a prêté serment en tant que président de la transition. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Le président a donc juré, promis et pris des engagements. Quelle est votre analyse du discours de prestation de serment? Le discours, il est bien, il est clair. C'est comme les accords que les gens signent. Le discours, il est beau, mais maintenant, on le verra à l'acte. S'il est sincère, il va le prouver dans sa façon de conduire le pays et dans le respect des textes républicains. Et c'est en cela que nous aurons à applaudir. Pour le moment, je dirais c'est comme un peu du théâtre. Il a prêté serment, il a juré. Oui, d'accord, il a juré. Madame, vous voyez des gens aller à l'église, jurer devant le prêtre qui se sont mariés. 2 jours après, leurs actes ne reflètent en rien ce qu'ils ont promis au prêtre. Donc, je suis un peu dans cette dynamique, mais je me dis que il doit être très, très intelligent, hein, parce que, quoi qu'on dise, c'est un homme du système.
Il est du système et cela m'amène même à me poser certaines questions sur l'origine même de ce coup d'État, parce que les choses sont allées très très vite dans une manière très très intelligente. Alors je me dis vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des mains derrière et quelles sont ces mains? Et donc maintenant c'est à lui de dire, écoutez, j'étais du système, tout ce qu'on reproche au système, je fais partie de cela. Et donc il connaît les failles du système et en homme intelligent, il se doit de rectifier tout cela pour sortir maintenant en héros. Après cette prestation de serment, s'en suivra tout naturellement la nomination d'un Premier ministre, la formation d'un gouvernement ensuite, et qu'adviendra l'ex-chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est toujours en résidence surveillée? Oui, pour le moment, ce que nous savons du général qui a pris le pouvoir, le général qui a été porté au pouvoir, c'est que le président Ali Bongo a été mis à la retraite et il jouira de tous ses droits. Bon, au même moment, à la suite des concertations, le général promet nettoyer la maison, nettoyer les écuries d'Aujas. Et donc, tous ceux qui sont mouillés, tous ceux qui sont impliqués dans une affaire de malversation financière et autres, ces gens-là auront à répondre devant la loi. Et donc, probablement, s'il y a des affaires qui concernent l'ancien président Ali Bongo, il faudrait qu'il réponde. Ce n'est pas parce qu'il était ancien président qu'il ne doit pas répondre. S'il y a une affaire qui est relative à lui, oui, obligatoirement, il doit répondre. Et c'est là où maintenant, on verra jusqu'où peut aller la justice gabonaise. Gabon, des urnes, virgule, sort en général tôt dans la matinée du mercredi 30 août 2023. C'est le titre d'un article que vous avez récemment publié sur votre compte personnel Facebook et qui a été repris par des médias locaux. Quel était le fond de vos réflexions ? Oui, en fait, madame, quand on fait les élections des urnes, c'est le vainqueur qui sort. Maintenant, cas fait insolite, c'est que il y a un troisième larron qui surgit. Et les Gabonais, 72 heures après ce vote-là du Vinci, où ils attendaient d'avoir des résultats de cette élection. Dans l'impatience, vraiment, ils étaient très impatients et patatras, un général sort. Bon, c'est vrai que les urnes avaient relevé entre griffes leur secret, donnant Ali Bongo vainqueur avec son 4,27% des voix. Un peu plus de 30% pour son adversaire. Et voilà celui-là qui n'a pas fait acte de candidature pour ces élections, qui sort comme président de la République. C'est vraiment insolite. Alors, ça pose réellement la question du vrai sens des élections que nous faisons en Afrique. Vous voyez, on a mis de l'argent, beaucoup d'argent, les gens se sont investis à faire les campagnes et au finish, ça n'a servi à rien. Absolument à rien, parce que ni le vainqueur, ni le second, personne entre ces gens-là ne vient au pouvoir, mais c'est un troisième larron, comme on l'a dit, qui vient prendre. Et ceci sous les ovations de la communauté internationale, parce que les réactions, telles que vous avez suivi les réactions, elles ne sont pas, je dirais, de la fermeté comme il se doit par rapport à ce qu'on peut déplorer comme une situation anormale. Vous avez également tenté dans cet article-là de comparer les différents coups d'État. Il y en a eu 8 au total en 3 ans sur le continent dans les pays francophones d'Afrique. Selon vous, quels sont les points communs ou les particularités ? Je vais prendre deux. Je prends le coup d'État au Niger, je prends le coup d'État au Gabon. Justement, le tout récent, la situation est toujours... qui se suivent d'ailleurs. Et donc, vous voyez que dans les deux cas de figure, c'est des généraux. Au Niger, c'est un général. Au Gabon, c'est un général. À la différence qu'au Gabon, c'est un général qui sort du système. Et on connaît quelles sont les affinités par rapport à ce système. On connaît les relations du Gabon avec les pays occidentaux. On connaît un peu. Et de l'autre côté, maintenant, nous avons le général Tiani, qui également aussi était de la garde présidentielle, qui prend. Et ce dernier, jusqu'à présent, il ne sait pas s'il va prêter serment ou pas. Non seulement il ne sait pas s'il va prêter serment ou pas, mais on lui dit, prépare-toi, nous on vient te faire la guerre. Parce que, obligatoirement, tu dois remettre Bazoum en place. Ça pose réellement un problème et on se dit, mais attention, c'est comme s'il y a des coups d'État qui sont
adulés et des coups d'État qui sont condamnés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que, vous avez vu, je ne sais pas si vous suivez de près l'actualité, et déjà l'ambassadeur de France au Gabon, non, l'ambassadeur de France au Gabon a été reçu par le putschiste. Je n'aime pas l'expression, mais je suis obligé de la mettre en place pour que vous voyez un peu les choses. Parallèlement, au Niger, le putschiste qui est au pouvoir, il invite, ou bien du moins ces éléments invitent l'ambassadeur à venir, ne serait-ce que pour une concertation, et l'ambassadeur dit « je ne viens pas ». Vous voyez un peu ça? Et la puissance, la France, le président français trouve que ce n'est pas normal et qu'on dise quoi que ce soit à son ambassadeur parce que lui, il ne reconnaît pas les autorités du Niger. Madame, c'est un précédent dans l'histoire de la diplomatie parce que par rapport aux conventions de Genève qui définissent clairement les attitudes en termes de diplomatie, on n'a jamais vu ça. Vous n'êtes pas d'accord pour les autorités qui sont en place, vous rappelez votre ambassadeur. Puisque c'est une maison. J'ai fait même un parallèle dans un de mes articles où un monsieur, vous avez un invité qui vient chez vous et vous décidez de vous marier. Le monsieur, il dit qu'il n'aime pas votre épouse. Non seulement il ne l'aime pas, mais il fait savoir à votre épouse qu'il ne l'aime pas. Et là, qu'est-ce que vous allez faire pour faire plaisir à votre épouse? Vous lui direz clairement, monsieur, quittez ma maison. Sauf qu'ici, ce sont des relations de partenariat État à État. Oui. En Afrique francophone, en tout cas dans les pays qui ont connu les coups d'État, on entend parler d'un nouveau partenaire, la Russie, pour être plus précise. Au Gabon, on n'a peut-être pas ressenti aussi le sentiment anti-français comme ailleurs. C'est ça qui fait reposer la question sur l'origine de ce coup d'État. Parce que, madame, le coup d'État a lieu le 30. Ce même 30, le journal français Le Monde accorde une interview au général Brice, qui, par la suite, sera porté au piédestal comme président de la République. Donc vous voyez un peu la vitesse, la célérité avec laquelle les choses évoluent. Et peut-être que pour se rendre compte que, écoutez, on va trop vite, on dit maintenant, la France suspend un accord de coopération militaire ou quelque chose comme ça. C'est pas de ça qu'il est question. Il y a eu un coup d'État, oui ou non, et condamnez-le fermement. Oui, la France imposer le retour d'Ali Bongo. La France compte plus de 300 soldats au Gabon. Oui, avec le 6e BIMA que je connais bien. Et oui, mais ces éléments n'ont pas vu la fumée venir. Vous êtes sûr? Je me pose des questions. Vous posez la question en tant que journaliste. Ouais. Le Gabon, où le président Ali Bongo a donc été renversé le 30 septembre dernier, 60 ans après, économiquement, comment se porte aujourd'hui le pays? 60 ans après son indépendance. Oui, j'aime pas trop aller avec les chiffres, je suis pas très bon en chiffres, mais je sais que comme le disent les statisticiens, les chiffres, on leur fait dire ce qu'ils sont. Mais quand vous allez à Libreville, vous voyez la réalité, vous vous posez des questions. Le quartier charbonnage dont on parle, vous prenez la voie bitumée, vous descendez, il vous faut une seconde paire de chaussures pour pouvoir aller parce que les voies sont difficiles d'accès. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous avez des Gabonais dans la diaspora. C'est parce que ça ne va pas. On ne va pas à l'exil parce qu'on a envie de le faire. Et donc, par rapport au potentiel de ce pays, je me dis qu'une meilleure organisation devait permettre aux Gabonais de vivre mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est vrai, entre-temps, on a fait la Coupe d'Afrique, la CAN au Gabon. Oui, c'est du folklore, c'est beau. Mais après, ces stades, ils servent à quoi? Un gros point d'interrogation. Il n'y a aucune politique qui est de mise en valeur de ces structures. Et donc, vous voyez que ce pays mérite mieux. Et les Gabonais, ils méritent mieux que ce qui se passe actuellement. Et donc, d'où j'attire l'attention du général Brice Clotaire de tout faire pour remettre la joie dans le cœur des Gabonais. Les cris de joie qui sont en fait, c'est des pleurs qui sont masqués et on a l'impression qu'ils sont en train d'applaudir ce qui se passe. C'est parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés vivement que on ait meilleure approche pour pouvoir mieux faire les choses. Mais pour le faire, actuellement, je me dis que un bon militaire, il n'a pas voulu perdre le temps, il a fait certaines concertations, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il y a eu des élections. Okay? Le supposé deuxième dit qu'il a gagné. Et si on ne veut pas mieux voir les choses, mais on ne doit pas négliger aussi cette personne parce que venant en deuxième position, c'est une voix aussi importante. C'est une intelligence, c'est une tête. C'est un professeur d'université qui fut ancien ministre. Et donc, il y a lieu
de le consulter, même en privé comme il le souhaite, et de discuter entre hommes et de voir comment est-ce qu'ensemble ils peuvent rebâtir un Gabon nouveau. Une petite correction de ma part, le Gabon a célébré plutôt cette année 63 ans de son indépendance. Justement, vous parliez à la cérémonie de prestation de serment du général Brice Oligui Nguema. On a pu constater la présence du corps diplomatique, en tout cas représenté, accrédité du côté du Gabon, des membres de l'opposition et membres du gouvernement sortant, mais pas l'opposant qui réclame toujours une victoire à l'issue de la présidentielle du 26 août. J'ai envie de comprendre le professeur Ondo Ossa, Albert Ondo Ossa, parce que, vous savez, il se met dans la trame d'un homme qui n'est pas dans l'euphorie. C'est un responsable. Il se dit, voilà, il y a telle situation, n'allons pas vite en besogne. J'ai envoyé mes lieutenants discuter avec vous. Maintenant, à vous de me retourner l'ascenseur. Et donc, c'est comme ça que je lis un peu. Très rapidement, dernière question. Oui. Malgré les affinités du nouvel homme fort du pays et l'ancien président déchu, avez-vous espoir qu'il parvienne tout de même à tourner définitivement la page de l'ère Bongo, comme le demanderaient certains Gabonais qu'on a pu entendre ces derniers jours? Non, c'est possible. Les conflits, c'est dans les cœurs des hommes que naissent les conflits. Et c'est la paix, c'est dans les cœurs des hommes que naît la paix. Merci beaucoup, Innocent Pato, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, pour nos téléspectateurs, que vous êtes journaliste. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal sur Niveau d'Info 1.